Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur le traitement des écarts d'évaluation et des écarts d'acquisition. Donc, ce chapitre est une des parties du programme de consolidation de l'UE4 du DSCG. J'ai décidé d'en faire une vidéo car ça m'a été demandé et je vous propose de commencer tout de suite. Donc, si on commence par définir ce qu'est un écart d'évaluation et un écart d'acquisition. Un écart d'évaluation, ça représente la différence entre la valeur d'entrée d'un actif dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans l'entité contrôlée. C'est-à-dire que lorsqu'il va avoir une acquisition d'une société, il y aura des actifs qui seront en valeur comptable. Ces actifs en valeur comptable, on va alors les réévaluer à la juste valeur ou à la valeur d'utilité. Et la différence entre la juste valeur et la valeur nette comptable représentera un écart d'évaluation. Et la somme de tous les écarts d'évaluation va nous donner l'écart d'évaluation total qu'on devra utiliser pour la suite. Un écart d'acquisition, c'est quoi? Un écart d'acquisition, ça représente la différence entre le coût d'acquisition des titres et la quote-part, je dis bien la quote-part, donc la part que l'entité qui a fait l'acquisition sur la société. C'est-à-dire que si l'entreprise a 80% de la société, la quote-part, ça sera 80% fois la juste valeur de la société. Donc la quote-part de la juste valeur de la société. Juste valeur qu'on va étudier juste après. Donc, à l'examen, généralement, les questions, elles sont posées, ça suit une chronologie. Dans un premier temps, on va vous demander de calculer l'écart d'évaluation, donc concernant toutes les entités, et de pratiquer l'enregistrement comptable. Ensuite, à partir de l'écart d'évaluation, on va pouvoir déterminer la juste valeur de la société, la juste valeur de la société qui a été acquise. La juste valeur de la société acquise, ça représente quoi? C'est les capitaux propres à la date d'acquisition, plus l'écart d'évaluation net d'impôts différés. Donc il faudra bien prendre en compte la fiscalité pour calculer la juste valeur de la société. Enfin, une fois qu'on aura déterminé la juste valeur de la société, comme j'ai dit que l'écart d'acquisition, c'est la différence entre le coût d'acquisition des titres et la quote-part de la juste valeur de la société, dans ce cas-là, on pourra calculer l'écart d'acquisition. Coût-part de la juste valeur de la société acquise. Donc, voilà, là je vous fais un rapide rappel sur ce qu'est l'écart d'évaluation. L'écart d'évaluation, c'est la juste valeur des actifs et passifs moins la valeur comptable de ces mêmes actifs et passifs. Les actifs et les passifs pris en compte pour le calcul de l'écart d'évaluation doivent être identifiables. Un identifiable, c'est quoi? Être identifiable, c'est quoi? Ça veut dire que c'est séparable, on peut le vendre, le louer ou le transférer indépendamment d'autres éléments. Ou bien, si je dis bien ou, il découle d'un droit contractuel ou légal, comme un brevet, une licence, un bail, une marque, etc. Très bien. Alors, on calcule l'écart d'évaluation au jour de l'entrée de l'entité dans le groupe, donc au jour de l'entrée de l'entité acquise dans le groupe. Il y a une différence entre les normes ANC et les normes IFRS sur un point, c'est les ajustements d'évaluation. En norme ANC, on peut ajuster l'écart d'évaluation jusqu'à la clôture de l'exercice suivant l'acquisition. C'est-à-dire, imaginons j'ai acquis une société le 1er juillet N-2. Je peux ajuster l'écart d'évaluation que j'avais calculé à cette date jusqu'au 31/12/N. Donc, maximum 2 ans après l'acquisition. En norme IFRS, les ajustements d'évaluation peuvent se faire jusqu'à 12 mois après l'acquisition. Donc, comme j'ai dit, l'impôt différé sur l'écart d'évaluation donne lieu, comme j'ai dit, l'écart d'évaluation donne lieu à la constatation d'impôt différé. Donc, on aura un impôt différé passif
lorsqu'on a une variation entre la juste valeur et la valeur comptable qui est positive, donc lorsqu'on est plus riche, et on a un impôt différé actif lorsqu'on aura une variation entre la juste valeur et la valeur comptable qui est négative, donc lorsqu'on est moins riche. Attention, en norme ANC, il n'y a pas d'impôt différé sur les marques. Pourquoi il n'y a pas d'impôt différé sur les marques en norme ANC 2020-01 ? Parce qu'elles ne sont pas cessibles séparément de l'activité de l'entreprise, donc on considère qu'il ne faut pas mettre d'impôt différé sur les marques. On verra un exemple juste maintenant. Ok. Donc, je vous propose de faire une rapide application sur le calcul de l'écart d'évaluation et sur ce qu'on va enregistrer comme écriture comptable. Donc, la société Zeta a été acquise le 1er juillet N-2 par la société M, société mère du groupe NAD. La société M contrôle de façon exclusive la société Zeta. Le 1er juillet N-2, on a le bilan de la société Zeta suivant. Donc on peut voir, au niveau des capitaux propres, on a 20 000. OK. Et on nous dit que les actifs et passifs ont été réévalués. Donc la construction, elle est évaluée à 25 000 euros et elle est amortissable. Donc 25 000 euros alors qu'ici on avait 20 000 euros. Les stocks sont évalués à 5 000 euros. 5 000 euros alors qu'en stock on avait 4 000 euros ici. Une provision pour engagement de retraite non comptabilisée dans les comptes individuels pour 10 000 euros. Et une marque développée en interne évaluée à 15 000 euros. Ok, donc dans un premier temps, on fera en norme IFRS. Donc on va calculer l'écart d'évaluation et déterminer la juste valeur de la société. Et dans un second temps, on fera le même exercice mais selon le règlement ANC. Et qu'est-ce qui va changer? Vous avez déjà une petite idée puisque je l'ai dit précédemment. En norme ANC, il n'y a pas d'impôt différé sur l'écart d'évaluation lié à la marque, car pas cessible de l'activité de l'entreprise séparément. Donc, on commence par faire un corrigé en norme IFRS. Donc, là, je vais mettre mes éléments d'actifs et de passifs avec la provision. Donc, mes éléments d'actifs et de passifs. C'est quoi ce que j'ai en valeur comptable et c'est quoi ce que j'ai en juste valeur. Et là, je vais calculer mon écart. Donc, pour la construction déjà, j'ai une valeur nette comptable, on a vu, de 20 000. Or, ma juste valeur est de 25 000. Donc, j'aurai un écart d'évaluation de 5 000. Là, pour mes stocks, j'ai une valeur comptable de 4 000. Or, j'ai une juste valeur de 5 000. Donc, j'aurai un écart d'évaluation de 1 000. Pour ma provision sur engagement de retraite, elle n'a pas été comptabilisée dans les comptes individuels. Or, je dois la prendre en compte en consolidation. Donc là, j'ai un écart entre, là, il n'y en a pas, et là, je suis censé avoir moins 10 000. Donc j'ai un écart de moins 10 000. Et ma marque, elle n'est pas comptabilisée dans les comptes individuels, sachant qu'elle a été développée en interne. Donc, la différence entre la valeur comptable et la juste valeur est bien de 15 000. Donc, je fais la somme de tout ça. Et j'obtiens un écart d'évaluation de 11 000. Donc, je vais bien calculer l'impôt différé sur la marque cette fois-ci. Donc, je vais calculer l'impôt différé sur 11 000. Ici, j'ai un écart d'évaluation qui est positif. Donc, j'aurai bien un IDP, impôt différé passif. Et mon écart d'évaluation net d'impôt différé est donc de 11 000 moins 2 750, donc 8 250. Une fois que j'ai comptabilisé ça, je peux faire mes écritures. Donc, ma construction, elle va augmenter pour 1000. Ma construction, elle va augmenter pour 5000. Mes stocks, ils vont augmenter pour 1000. Hop. Donc, je les mets bien au débit. C'est un actif, donc ça augmente au débit. Mes provisions pour engagement de retraite, je suis censé en avoir pour 10 000. Hop. Donc, je les comptabilise comme c'est un passif au crédit. Ça augmente au crédit. Et ma marque, mon IMO incorporel, pour 15 000. Ici, je suis plus riche, donc j'ai un impôt différé passif que je dois enregistrer.
de 2750. Et enfin, mon écart d'évaluation va venir augmenter mes réserves. Donc, réserves d'état, elles augmentent pour 8250. Ok, très bien. Donc, j'ai comptabilisé ça. Mais il y a autre chose que j'ai oublié. On a dit, si on reprend l'énoncé, que la construction, elle est amortissable sur encore 10 ans. Je dois donc amortir l'écart d'évaluation lié aux immobilisations amortissables. Donc, dans notre cas, pourquoi j'ai mis 750? 750, ça représente 5000 multiplié par 1 sur 10, donc la période sur laquelle il faut amortir l'immobilisation, multiplié par 1,5. Si je prends ma calculatrice, j'obtiens bien 750. Donc là, je le mets en moins car c'est un amortissement. Sur l'exercice en cours, au niveau de la variation, c'est 5000 fois 1 sur 10. Et à la clôture, c'est la somme de ce que j'avais à l'ouverture, plus ma variation sur l'exercice, donc moins 1850 d'amortissement sur l'écart d'évaluation lié aux constructions. Ensuite, je comptabilise ma fiscalité différée et je peux faire mes écritures. Donc, mes réserves, elles diminuent pour 562 €. Mon résultat, il diminue également. Ici, je suis moins riche, donc j'ai un impôt différé actif. Moins riche parce qu'un amortissement, c'est considéré comme une diminution de l'actif. Donc, en termes de patrimoine, je suis moins riche. Amortissement, construction, 1250. Et compte de gestion, au niveau du compte de gestion, je vais enregistrer ce que j'ai au niveau de la variation, à savoir une dotation aux amortissements pour 500, une charge d'IS en moins car j'ai une dotation aux amortissements en plus, et résultat global pour 375. Le résultat, c'est ce qui fait le lien entre le bilan et ce que j'ai au compte de gestion. Donc, maintenant, la juste valeur de la société, j'ai dit c'était quoi? Donc ça, c'est pour la première question liée à l'écart d'évaluation. Donc, on enregistre l'écart d'évaluation et on n'oublie pas de pratiquer les amortissements sur l'écart d'évaluation des immeubles amortissables. Donc, dans notre cas, la construction. Maintenant, deuxième question, déterminer la juste valeur de la société. La juste valeur de la société, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était l'écart d'évaluation net d'impôt différé plus les capitaux propres à la date d'acquisition. Si je reprends mon diaporama, voilà, c'est là, capitaux propres de la société acquise à la date d'acquisition plus écart d'évaluation net d'impôt différé. Donc, moi, mon écart d'évaluation net d'impôt différé, en norme IFRS, il est de 8250. Ok? Mes capitaux propres à la date d'acquisition, j'ai dit qu'ils étaient de 20 000. Si je reprends l'énoncé, 15 000, 3 000, 2 000, donc 20 000 au niveau des capitaux propres. Donc je veux venir l'indiquer ici. Hop. Et la juste valeur de la société, ça va être la somme de ça. Donc 28 250. Et une fois que j'aurai calculé la juste valeur de la société, je pourrai facilement calculer mon écart d'acquisition ou goodwill, qui est égal au coût d'acquisition des titres moins la quote-part de la juste valeur de la société. Mais on va le voir juste après. Donc ça, c'était le corrigé en norme IFRS. En norme IFRS où je prends bien l'impôt différé sur la marque. Maintenant, en norme ANC, qu'est-ce que ça nous donne? Là, je vois que je n'ai pas la même fiscalité différée. Je n'ai pas la même fiscalité différée parce que je n'ai pas pris en compte la marque pour calculer l'impôt différé. Je n'ai pas pris 11 000. À la place de prendre 11 000, j'ai pris 5 000 plus 1 000 moins 10 000, ce qui me donne moins 4 000. Donc, je calcule ma fiscalité différée sur ce moins 4 000. J'ai bien donc un IDA, parce que je suis moins riche si je ne prends pas en compte ma marque. IDA qui est égal à de 4 000 fois 25%, qui est égal à 1 000 €. Donc, mon écart d'évaluation, ça va être de 11 000 plus 1 000, donc 12 000 €. J'enregistre mes écritures. Donc là, c'est exactement la même chose
que ce qu'on a vu précédemment, sauf qu'à la place d'avoir un IDP, j'ai un IDA, et que mon écart d'évaluation mis en réserve est de 12 000, au lieu, ce qu'on avait avant, on avait combien? Au lieu de 8 250. Donc, il y a toujours les mêmes écritures, par contre, sur l'amortissement, sur l'écart d'évaluation lié à la construction. Donc ça ne change pas. Par contre, la juste valeur de la société, on va voir qu'elle va changer. Pourquoi elle va changer? Parce que l'écart d'évaluation net d'impôt différé, il a changé. À la place d'avoir 20 000 plus 8 250, j'ai 20 000 plus 12 000. Donc, un écart d'évaluation de 32 000. Non, donc, une juste valeur de la société de 32 000, pardon. Voilà. Alors, je vous propose qu'on enchaîne. Donc là, on a vu écart d'évaluation, amortissement sur l'écart d'évaluation, amortissement sur l'écart d'évaluation lié aux IMO amortissables et calcul de la juste valeur de la société. Donc, on va poursuivre. On poursuit désormais sur l'écart d'acquisition. Donc, un écart d'acquisition, ça représente quoi? Ça représente la différence entre le coût d'acquisition des titres et la quote-part de la juste valeur de la société acquise. Donc, si le coût d'acquisition des titres est supérieur à la quote-part de la juste valeur de la société, dans ce cas-là, j'aurai un goodwill. Cependant, si le coût d'acquisition des titres est inférieur à la quote-part de la juste valeur de la société, dans ce cas-là, j'aurai un badwill. Donc, goodwill, c'est lorsque l'écart d'acquisition est positif. Badwill, c'est lorsque l'écart d'acquisition est négatif. Donc, vous allez me dire que représente un écart d'acquisition positif et que représente un écart d'acquisition négatif. Donc, un écart d'acquisition positif, c'est lorsque le groupe il a acheté les titres à un prix supérieur à la valeur de ses capitaux propres réévalués. Pourquoi il a racheté les titres à un prix supérieur à la valeur de ses capitaux propres réévalués? Car il considère les capitaux propres réévalués, grosso modo, ça va être la juste valeur de la société. Mais pourquoi le groupe a acheté des titres supérieurs à la juste valeur de la société? Car il considère que l'acquisition de la société va permettre d'avoir des synergies entre les différentes sociétés du groupe, que ça va probablement cette acquisition va probablement générer des économies d'échelle, ou bien qu'elle va permettre l'élimination d'un concurrent. Donc, ça justifie que les titres soient que l'acquisition des titres soit supérieure à la juste valeur de la société. Par contre, un écart d'acquisition négatif, c'est lorsque le groupe a acheté les titres d'une société à un prix inférieur à la valeur de la juste valeur de la société, ou de la quote-part de la juste valeur de la société. Pourquoi à un prix inférieur à la quote-part de la juste valeur de la société, ou au capitaux propres évalués? Soit parce que la situation économique de l'entreprise qui a été acquise est très mauvaise, donc il y a un risque à acquérir cette société, soit tout simplement parce que l'entreprise a fait une bonne affaire. Donc, écart d'acquisition positif, le groupe il achète plus cher les titres de participation car il considère que ça va avoir des synergies, des économies d'échelle, l'élimination d'un concurrent, ou ça va permettre de développer bien l'activité de l'ensemble du groupe. Écart d'acquisition négatif, rentabilité économique insuffisante de l'entreprise acquise, ou alors le groupe a simplement fait une bonne affaire. Je voulais juste revenir sur le point, c'est en norme IFRS, on parle de goodwill et de badwill. En norme ANC, on va parler d'écart d'acquisition ou d'écart d'acquisition positif ou d'écart d'acquisition négatif. Mais c'est juste un problème de vocabulaire, sinon c'est exactement la même chose. Ça représente la même chose. Donc là, on a vu ce que c'était l'écart d'acquisition. Et il faut faire attention à quelque chose, ça va être un retraitement de consolidation sur les frais des titres de participation.
les frais d'acquisition des titres de participation. En effet, en norme ANC, on sait que les titres de participation, les frais d'acquisition des titres de participation vont être mis à l'actif pour leur valeur nette d'impôt. Et en norme IFRS, on sait que dans le cadre d'une prise de contrôle, les frais d'acquisition des titres de participation sont obligatoirement mis en charge. Voilà. Donc, ok, très bien. On va voir un rapide exemple sur ce retraitement, ou peut-être que j'en ferai une vidéo séparément. Donc ça, je vous ai mis ce qu'il y a dans les comptes individuels concernant les frais d'acquisition des titres de participation. Donc, soit c'est mis à l'actif, et dans ce cas-là, c'est incorporé au coût d'acquisition des titres, et il faut comptabiliser un amortissement dérogatoire sur 5 ans. L'amortissement dérogatoire qu'on devra annuler en consolidation, etc. Ou bien ils sont mis en charge, et dans ce cas-là, ils ne sont pas déductibles en totalité sur l'exercice, et on va faire une réintégration sur l'exercice, sur le premier exercice, de l'entièreté des frais d'acquisition, et chaque année, on va déduire un cinquième. Donc, en consolidation, on n'a pas de réintégration et de déduction, donc ça, il faudra l'annuler. Donc, je vous propose de faire une seconde application tout de suite et je vous encourage à la faire de votre côté. Donc, je vais reprendre, hop, énoncé 2. OK. Donc, on va nous demander de déterminer le coût d'acquisition des titres. OK. Donc là, c'est lié au retraitement. On ne vous demande pas de faire le retraitement, mais on vous demande de calculer le coût d'acquisition des titres. Et ensuite, on va vous demander de calculer le goodwill. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à essayer de faire l'exercice par vous-même. Donc, la société M a acquis en N-2 80% des actions de la société Zeta. Elle a acquis ces actions pour 30 000 euros, auxquels il faut ajouter 3 000 euros de frais d'honoraires. Dans les comptes sociaux, les frais d'honoraires ont été comptabilisés en charge. Donc, ils ont été comptabilisés en charge. Donc, en norme IFRS, c'est bon, on n'a rien à faire. Par contre, en norme ANC, selon le règlement ANC, on aura quelque chose à effectuer pour recalculer le coût d'acquisition des titres. La société M contrôle de façon exclusive la société d'État, très bien. Donc, on nous dit que les actifs et passifs ont été réévalués, donc c'est le même exercice que tout à l'heure, hein, sauf que là j'ai mis 80% et je vous ai mis le coût d'acquisition des titres. Donc, en norme IFRS, déterminer le coût d'acquisition des titres. Donc là, facile, les frais d'honoraires liés à l'acquisition des titres de participation, ils sont de 3 000 euros. Ils ont bien été comptabilisés en charge, donc on n'a rien à faire. Et en norme IFRS, le coût d'acquisition des titres est bien de 30 000 euros. Par contre, en norme ANC, si je passe sur les normes ANC, il faudra que je rajoute le montant des frais d'acquisition liés au titre de participation pour le montant net d'impôt. Donc je fais 3 000 fois 1 moins 25%, auquel j'ajoute 30 000 euros. Donc ça me donne 32 250 euros. Très bien. Donc maintenant, deuxième question, calculer le goodwill. Donc c'est la suite de l'exercice précédent. Donc calculer le goodwill. Donc le goodwill, on dit c'est quoi? C'est le coût d'acquisition des titres moins la quote-part de la juste valeur de la société. Pourquoi ici j'ai moins 22 600? Parce que si je regarde bien ce que j'avais à la juste valeur de la société sur l'exercice précédent, j'avais 28 250 en norme IFRS. Ouais, en norme IFRS, j'avais bien 28 250. Donc le 22 600 que je retrouve ici, ça va être 80% fois 28 250. Pourquoi 80%? Car j'ai bien dit dans mon énoncé que la société M a acquis en N-2 80%. Donc, ce qui justifie que au niveau de la quote-part, j'ai bien 80% de la juste valeur. Donc, j'aurai un écart d'acquisition positif ou un goodwill en norme IFRS de 7400. Ce goodwill,
sera comptabilisé au débit, donc en immobilier corporel qu'on peut appeler goodwill, en contrepartie des titres de participation. Les titres de participation, je vais venir les mettre au crédit, ils vont venir diminuer. Et en norme ANC, je vais faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 30 000 ici, je vais reprendre mon coût d'acquisition des titres, 32 250, et la quote-part de la juste valeur de la société, elle sera de 25 600, parce qu'en norme ANC, j'avais 32 000 en juste valeur de la société, donc ces 32 000, je vais venir les multiplier par 80%. Donc j'aurai un écart d'acquisition ici. Donc vous avez bien vu, en norme IFRS, j'ai parlé de goodwill. Ici, j'ai parlé d'écart d'acquisition pour 6 650. Et ça sera exactement la même comptabilisation du goodwill. Enfin, du goodwill ou de l'écart d'acquisition. Je peux par ailleurs le faire. Hein. Je comptais le faire après. Hop. Ici, j'aurai goodwill. Et ici, j'aurai titre de participation de la société acquise, donc la société Zeta. Pour 7 400. Et en norme ANC exactement la même chose, sauf que là, j'aurai écart d'acquisition. Et au lieu d'avoir 7 400, j'aurai 6 650. Donc, étant donné que j'ai acheté plus cher la valeur des titres de participation que la quote-part de la juste valeur de la société, je vais venir diminuer ces titres de participation en contrepartie d'une immobilisation incorporelle. Ok, parfait. Donc, on enchaîne. Alors, en norme IFRS, on va voir deux particularités. En IFRS, quand une entreprise prend le contrôle d'une autre en achetant ses actions en plusieurs étapes, elle doit réévaluer les actions qu'elle possédait déjà au prix payé pour obtenir le contrôle. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on considère que la prise de contrôle est un événement significatif, ce qui justifie cette réévaluation, un nouveau calcul de la valeur de la participation. Donc, je vous ai pris un exemple. Imaginons qu'on a une société qui a fait l'acquisition, enfin qui a pris le contrôle d'une autre en deux étapes, donc en N-2 et en N. Donc la société au total, elle avait 4000, la société Theta qui a été acquise, elle avait 4000 actions. En N-2, il y a une société M qui a procédé aux acquisitions suivantes. Elle a acquis 1000 actions. Donc en N-2, elle avait seulement 25%. Et en N, elle a acheté encore 1200 actions. Donc en N, elle avait 55% au total en termes de pourcentage de contrôle. Donc elle a bien pris le contrôle. 1000 plus 1200, c'est égal à 2200. 2200 sur 4000, 55%. Or, on peut voir qu'entre N-2 et N, le coût d'acquisition est différent. Ici, elle a acheté 1000 actions pour un coût d'acquisition unitaire de 10 000. Or, en N, elle a acheté 1200 actions, mais pour un coût d'acquisition unitaire de 20 euros. Donc, la réévaluation, elle va se passer comment? La réévaluation, elle va se passer, les 1000 actions ici, je vais considérer que je les ai achetées pour 20 et non pour 10. Donc, je vais faire 1000 fois 20 plus 1200 fois 20, c'est égal à 44 000 euros. On peut voir que c'est différent puisque si j'avais gardé le coût d'acquisition réel, sans réévaluation liée aux plusieurs étapes, j'aurais eu 34 000. Donc, il faut bien prendre en compte le dernier coût d'acquisition unitaire, même si j'ai acheté les actions avant, si j'ai obtenu le contrôle. Et deuxième particularité en IFRS. On a ce qu'on appelle un goodwill partiel et un goodwill complet.
Donc à l'examen, on peut vous demander soit de faire les écritures liées au goodwill partiel, soit de faire les écritures liées au goodwill complet. Donc le goodwill partiel, c'est calculé sur la part acquise uniquement. Le goodwill complet, il est calculé sur la totalité de l'entreprise. Donc on calcule le goodwill pour les actionnaires majoritaires, mais également pour les actionnaires minoritaires. Donc voilà, je vous propose de faire une application dans laquelle on pourra mettre en pratique les deux particularités IFRS qu'on vient de voir. Donc, ok, application 3. La société M, société mère du groupe NAD, souhaite prendre le contrôle de la société Beta. Le capital de la société Beta est de 1000 titres. Elle réalise plusieurs acquisitions. En N-2, M achète 200 titres de Beta pour 200 000 euros. 200 000 euros, soit 20%. Ok, puisque 200 sur 1000 est égal à 20%. En N, elle achète 400 titres de Beta pour 600 000 euros. Cette acquisition lui permet alors de prendre le contrôle. 400 sur 1000, ça fait 40%, plus les 20% qu'elle avait précédemment, ça donne 60%. La juste valeur de cette Beta est de 1 300 000 euros. Calculer le coût d'acquisition des titres Beta en norme IFRS. Donc, on est en norme IFRS. Donc là, on a eu une acquisition successive qui a permis d'obtenir le contrôle. Comme on a une acquisition successive qui a permis d'obtenir le contrôle, il faut réévaluer les titres qui avaient été précédemment acquis. Donc, en N-2, j'ai acheté 20% pour 200 000 euros. Le coût d'acquisition unitaire, il était de 1000 euros. Or, en N, le coût d'acquisition unitaire, il était de 1500 euros. Je dois me baser sur les 1500 euros que j'ai ici. Donc, je vais faire 200 fois 1500 plus 400 fois 1500. J'ai un coût d'acquisition de 900 000 euros. OK? Parfait. Ensuite, on nous demande de calculer le goodwill partiel. Donc, le goodwill partiel, c'est goodwill calculé sur la part acquise uniquement. Donc là, je vais faire 900 000 sur 1 300 000, donc la juste valeur de la société fois 60%, ce qui me donne moins 780 000. Donc j'ai un goodwill partiel de 120 000. J'enregistre mon écriture, goodwill titre, ok. Donc je diminue mes titres de participation sachant que j'ai un goodwill, un écart de question positif. Ensuite, le goodwill complet. Je vais calculer mon goodwill sur la part du groupe, donc 60%, et sur la part des minoritaires. Donc, la juste valeur de la société, ici, c'est 1 300 000. Ok, on me le dit dans l'énoncé. Et donc, je vais faire, pour calculer les 780 000, je fais 1 300 000 fois 60%. Et les 520 000, c'est la différence, hein, ou c'est 1 300 000 fois 40%, donc la part des minoritaires. Pour trouver les 600 000 que j'ai ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire un produit en croix. Pour acquérir 60%, l'entreprise, elle a déboursé 900 000 euros. Donc, qu'ont fait les minoritaires pour acquérir 40%? Et là, je peux faire un produit en croix. 40% fois 900 000 divisé par 60%, et ça me donne bien 600 000 euros. Ok? Donc, je vous invite à faire ce produit en croix pour calculer le coût d'acquisition des titres par les minoritaires. Mais cependant, à l'examen, il peut y avoir ce qu'on appelle une prime de contrôle. Une prime de contrôle, c'est la somme supplémentaire que l'entreprise accepte de payer par rapport à la valeur des actions ordinaires pour prendre le contrôle d'une entreprise. Donc, si j'avais une prime de contrôle de 5% par exemple,
j'aurais fait 60%, ça m'a bien donné 900 000. Mais étant donné que là, dans les 60%, il y a une prime de contrôle de 5%, je dois faire 40% fois 100% moins 5%, donc 40% fois 95%, pour calculer le prêt d'acquisition qu'ont les minoritaires. Et j'ai une valeur inférieure à 600 000 euros, sachant que ici, dans les 900 000 euros, il y a une prime de contrôle. Donc, ce qui explique que là, j'ai bien 170 000 euros. Une valeur inférieure à 600 000 euros. Donc, ça, c'était juste une aparté, hein, pour vous dire qu'à l'examen, il y avait une prime de contrôle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou bien directement sur LinkedIn. Je suis là pour y répondre. Donc, une fois que j'ai calculé le goodwill complet, je peux enregistrer mes écritures. Donc, j'enregistre goodwill pour 200 000 euros, donc total. Par contre, les titres de participation de la société acquise, donc j'ai oublié le nom de la société, de la société bêta, ils vont diminuer seulement pour 120 000 euros. Et les 80 000 euros restants, c'est participation ne donnant pas le contrôle. Donc, c'est la part des minoritaires, le goodwill sur la part des minoritaires. Voilà. OK. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon le référentiel ANC 2020, on parle d'écart d'acquisition positif ou négatif. En norme IFRS, on parle de goodwill ou bien de badwill. Allons maintenant voir ce qu'on a avec l'amortissement et la dépréciation du goodwill. Alors, on a des choses différentes, qu'on soit selon le règlement ANC ou selon les normes IFRS. Le règlement ANC, on nous dit que l'écart d'acquisition est à amortir sur sa durée d'utilisation. Si la durée d'utilisation elle n'est pas déterminée, alors l'écart d'acquisition il est amorti sur 10 ans. En norme IFRS, on nous dit qu'il n'y a pas d'amortissement possible. Le goodwill ne doit pas être amorti. Par contre, on doit avoir un test de dépréciation qui est effectué tous les ans et que la dépréciation du goodwill elle est réversible. La dépréciation du goodwill elle est réversible, ça veut dire qu'il n'y aura pas de reprise si le goodwill, on considère qu'il n'y a plus de dépréciation. Il n'y a pas de reprise possible. Donc, je vous propose qu'on commence avec un exemple avec le règlement ANC. Donc, prenons un exemple simple. Si on a un écart d'acquisition de 100 000 euros lié à une société qui a été acquise le 1er juillet N-2, qu'est-ce qu'on aura? Donc, j'enregistre bien mon écart d'acquisition positif ici. Et 1er juillet N-2. Donc, si on l'amortit sur 10 ans, donc en réserve consolidée, j'aurai bien 15 000, sachant qu'en N-2, j'enregistre pour la moitié d'une année. En N-1, j'enregistre pour une année entière, donc 10 000. 10 000 plus 5 000, 15 000. En résultat consolidé, ça correspond à l'amortissement que j'ai pratiqué sur l'année N. Et écart d'acquisition, du coup, il diminue pour 25 000, donc je le mets au crédit. Donc j'ai un écart d'acquisition net au 31/12/N de 75 000. Et au compte de gestion, je vais simplement faire une dotation aux amortissements de 10 000 qui correspond à ce que j'ai là au résultat. En norme IFRS, on me dit que le goodwill il ne doit pas être amorti et que je dois avoir un test de dépréciation. Donc voyons voir un exemple que j'ai pris avec le sujet de DSCG 2018. Donc la société Majestic a été acquise le 1er janvier N-5. Suite à cette acquisition, un goodwill de 284 000 euros a été constaté. Donc je peux déjà constater mon goodwill ici. Et on me dit qu'il y a une dépréciation chaque année. Il y a une dépréciation chaque année. Donc N-4 une dépréciation, N-3 une dépréciation, etc. jusqu'au KN. Donc sur l'exercice N, j'ai également une dépréciation de 18 000 que je vais devoir enregistrer et ça va diminuer mon résultat. Les dépréciations précédentes, donc 18 000, 15 000, 21 000, 24 000, je vais devoir les enregistrer dans un compte de réserve, réserve consolidée pour 78 000 et mon goodwill, il va venir diminuer de 96 000. Mon goodwill il diminue, donc il diminue au crédit, pardon. Et sur le compte,
au niveau du compte de gestion, je vais simplement enregistrer une dotation de dépréciation pour 18 000 en contrepartie du résultat global 18 000. Voilà. Que se passe-t-il lorsque le coût d'acquisition des titres de participation est inférieur à la quote-part de la juste valeur de la société? On a dans ce cas ce qu'on appelle soit un écart d'acquisition négatif, soit un badwill en... Bon, c'est la même chose, mais bon, qu'on soit en règlement ANC ou bien en norme IFRS. Donc, je rappelle la signification d'un écart d'acquisition négatif. C'est quand le groupe a acheté les titres d'une société à un prix inférieur à la valeur de ses capitaux propres réévalués. Capitaux propres réévalués, on peut aussi parler de quote-part de la juste valeur de la société, ou juste valeur de la société. Donc, ça traduit quoi? Ça traduit que la société acquise, elle avait soit une rentabilité économique insuffisante, soit que le groupe, il a réalisé une bonne affaire. Maintenant, c'est quoi le traitement comptable de l'écart d'acquisition négatif si on est en ANC 2020-01? Donc, il y a deux étapes. Première étape, il faut revoir l'écart d'évaluation. Si on avait des écarts d'évaluation sur des actifs incorporels, donc sur des marques ou des brevets, etc. Dans ce cas-là, il faut les éliminer car elles conduisent à augmenter ou à créer l'écart d'acquisition négatif. Il faut bien comprendre que l'écart d'évaluation, la juste valeur de la société et l'écart d'acquisition, tout est lié dans ce chapitre. Si vous vous rappelez d'une des premières diapositives que j'avais mis, diapositive 3, on avait vu ça. On avait vu que l'écart d'évaluation, il permettait ensuite de calculer la juste valeur de la société. Et plus on a un écart d'évaluation important, plus la juste valeur de la société va également être importante, puisque la juste valeur de la société, c'est quoi? C'est capitaux propres à date d'acquisition plus écart d'évaluation. Et plus ma juste valeur de la société va être important, plus mon écart d'acquisition va être petit et risque même d'être négatif. Puisque l'écart d'acquisition, c'est quoi? C'est tout simplement le coût d'acquisition des titres moins la quote-part de la juste valeur de la société. Ainsi, plus la juste valeur de la société est importante, plus l'écart d'acquisition sera petit. Donc, première étape, selon le règlement ANC, on revoit l'écart d'évaluation qu'on a. Est-ce qu'on a des écarts d'évaluation sur des actifs incorporels? Si oui, on les annule. On ne les considère pas. Si, même après les avoir annulés, on a toujours un écart d'acquisition négatif, dans ce cas-là, il faut le comptabiliser en provision et le reprendre chaque année sur une certaine durée qui est fixée par le groupe. Vous allez me dire, pourquoi on enregistre l'écart d'acquisition en provision? En fait, le fait de l'enregistrer en provision, ça va permettre par la suite de faire une reprise. Et cette même reprise, ça va permettre de compenser la rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise. Parce qu'on a dit qu'un écart d'acquisition négatif, ça traduit une rentabilité économique insuffisante. Donc, rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise, coût d'acquisition bas, écart d'acquisition négatif. On enregistre donc une provision, reprise. La reprise, elle permet de compenser la rentabilité insuffisante. C'est comme un compte de produit. Donc, si je prends un exemple avec le règlement ANC, où j'ai un écart d'acquisition négatif pour 40 000 euros, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais venir augmenter mes titres de participation pour 40 000 euros en contrepartie d'une provision, 40 000 euros. Et cette provision, je vais venir la reprendre chaque année ici, j'ai la période de reprise, c'est de 8 ans. Donc, par exemple, ça peut être le temps pour redresser la société qui a été acquise. Donc, je vais faire une reprise de 5 000 euros chaque année. Ça va me permettre de compenser la faiblesse des résultats attendus. Voyons voir maintenant ce que j'ai en norme IFRS. En norme IFRS, le badwill est considéré comme une acquisition faite dans des conditions avantageuses, donc à une bonne affaire. Il faut que je constate en résultat lors de l'acquisition, puis en réserve sur les exercices suivants. On peut avoir un badwill partiel et un badwill complet. Badwill partiel, c'est je comptabilise seulement pour le groupe. Badwill complet, je prends en compte les participations ne donnant pas le contrôle ou bien la part des minoritaires.
Donc là, je prends le même exemple que tout à l'heure avec le règlement ANC. Ici, j'ai un badwill de 40 000 euros. Je vais venir le constater en résultat. En résultat, en contrepartie, enfin au compte de gestion, je vais avoir un produit financier, comme c'est une bonne affaire. Et le résultat consolidé de l'année N, enfin de la première année, va devenir une réserve consolidée sur les années suivantes. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous invite à partager la vidéo à des personnes à qui ça pourrait être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien directement à m'envoyer un message sur LinkedIn. J'y répondrai avec plaisir. Proposez-moi aussi en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire. Et je vous dis à très bientôt.